2, 1, Faut que je move. Un podcast imaginé par le Manège Scène nationale de Reims. Le spectacle vivant au creux de l'oreille, autour d'une question. Qu'est-ce qui vous met en mouvement ? Je suis Claire Mazur. Mon travail consiste à faire le lien entre les œuvres de spectacle vivant et les gens. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous propose d'entrer dans l'univers artistique et sonore d'un ou une artiste qui fait le spectacle aujourd'hui. Bienvenue dans la saison 2 de Faut que je move. Je suis ravie de vous retrouver. On a parfois l'image de l'artiste comme d'une personne un peu hors sol, dotée d'un don venu du divin et qui appartient à un monde à part de celui du commun des mortels. Cette représentation est très éloignée de la réalité des artistes que nous croisons dans les lieux de spectacle vivants. Au contraire, très concernés par la société et le monde qui les entoure, ils nous livrent des œuvres bien conscientes des problématiques actuelles. Marie Barbotin, que vous allez rencontrer aujourd'hui, fait partie de ces artistes qui se placent au cœur de la cité et se nourrissent de rencontres variées pour créer. C'est donc pétrie des univers des autres et de son propre rapport au monde qu'elle va porter un premier spectacle sur scène, La Chambre d'eau, dont elle va nous parler. Mais avant, quelques mots de Bruno Lobé, directeur du Manège, qui nous parle de sa rencontre avec elle. Alors j'ai beaucoup vu Marie Barbotin sur des plateaux car c'est une interprète très demandée par des chorégraphes de renom. Elle est venue me voir il y a à peu près 2 ans pour me faire part de son envie de se poser et de se tourner vers le territoire. Et là, j'ai découvert une artiste engagée, bienveillante, aussi bien dans son travail que dans la vie, avec le souhait de mêler ses convictions personnelles et son travail artistique. Et au fur et à mesure de notre collaboration, la fluidité de notre relation, la richesse de nos discussions sont toujours un vrai plaisir. Bonjour Marie. Bonjour Claire. Bienvenue dans cette saison 2. Nous sommes particulièrement ravis de t'accueillir dans le podcast, car tu es une artiste proche du Manège à plusieurs titres. Comment te présenterais-tu à nos auditeurs, auditrices ? J'aime bien cette question. Je me dis que je pourrais avoir une réponse différente tous les jours, mais ce qui me paraît stable en ce moment, c'est que je suis une personne qui danse, je suis maman et je suis féministe. Et depuis quand tu danses alors ? Je danse depuis toute petite, depuis que j'ai 4 ans. Je viens d'une petite ville qui s'appelle Dinan, dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne, à laquelle je suis encore très attachée aujourd'hui. Et j'ai commencé à danser là-bas. Ma maman avait un ami qui était un ancien danseur et qui lui avait dit ce serait pas mal de l'inscrire à la danse vu comme elle bouge. Le fait de voir des spectacles et de participer à des spectacles, c'est donc une chose avec laquelle tu as grandi ? Alors, participer à des spectacles, oui, puisque, en effet, j'étais dans une petite école. Dinan, c'est une ville de 9000. À l'époque, c'était une ville de 9000 habitants, avec 2 ou 3 écoles de danse. J'allais dans les 2 ou 3 écoles de danse, à l'époque. Par contre, j'en faisais plus que je n'en voyais. Je suis née plutôt dans une ville où il n'y avait pas énormément de spectacles vivants, en tout cas à destination du public jeune. Et j'avais une pratique culturelle qui était plutôt muséale avec mes parents ou musicale. Tu as suivi une formation en danse donc depuis toute petite et c'est allé donc jusqu'à une formation professionnelle. Ouais, exactement. Je suis restée jusqu'à mes 13 ans dans cette ville et puis quand j'ai eu 13 ans, à ce moment-là, je faisais de la danse classique et de la danse de caractère avec un prof polonais et à 13 ans, il a dit à ma mère, c'est peut-être que si elle veut continuer, Marie, de danser, il faut qu'elle s'en aille de Dinan. Donc je suis partie au conservatoire d'Angers dans un premier temps, quand j'avais 13 ans. Et voilà, j'ai quitté mes parents, ma ville, dans une famille qui était très soutenante et qui avait vraiment à cœur de pouvoir me laisser faire ce que j'avais envie de faire. Et à 15 ans, ensuite, je suis rentrée au Conservatoire national supérieur de danse de Paris. Je suis sortie, j'avais 20 ans, je suis sortie 5 ans plus tard, 21 ans. Et voilà, le chemin était déjà tracé. Donc une formation finalement relativement académique, même au regard de mes camarades aujourd'hui. On est pas mal à avoir suivi des formations académiques, mais il y a aussi beaucoup de danseurs et de danseuses qui aujourd'hui ont un tout autre parcours. Et donc au sortir de ta formation, tu as commencé tout de suite à travailler pour des chorégraphes ? Eh bien, je suis partie en 2004-2005. Je suis partie aux États-Unis. J'ai dansé comme stagiaire pour la Rie Woodbury Dance Company qui avait repris le répertoire d'Alvin Nicolaïs. Et c'était une expérience assez hallucinante.
J'ai adoré. Et puis après, les choses se sont enchaînées avec plein de chorégraphes aux esthétiques extrêmement variées, aux manières de penser la danse extrêmement variées, dans un rapport au monde aussi, que ces personnes entretiennent, extrêmement varié. Et j'adore ça encore aujourd'hui. Je suis absolument fan de tous ces gens que je rencontre à travers ce métier. Parmi les chorégraphes avec lesquels tu as travaillé plusieurs fois, est-ce que tu pourrais nous en citer peut-être quelques-uns qui ont vraiment construit peut-être la danseuse que tu es aujourd'hui ? Je travaille depuis 2008 avec Claire Génie, qui en effet, je sens que son travail est très ancré maintenant dans mon corps. Je travaille depuis plusieurs années maintenant avec Mélanie Perrier aussi, avec qui on a une fidélité que j'apprécie beaucoup. Qui était l'invitée du précédent épisode d'ailleurs. Mmh. Je dirais que c'est aussi des rencontres qui parfois se font qu'une fois, ou sur un projet ou 2 projets, ça peut marquer aussi une carrière d'interprète. J'ai adoré travailler avec Daniel Larieux, où là, je suis aussi rentrée dans une autre manière d'appréhender le mouvement. J'aime beaucoup travailler avec Jérôme Brabant, qui a aussi un rapport à l'histoire de la danse qui m'intéresse beaucoup. J'étais fan pendant 3 ans, j'étais interprète pour Hervé Chaussard. La question de l'écriture chez Hervé et des modalités du travail, de comment ça danse, comment on rentre dans le mouvement, c'était absolument passionnant. Et alors après, c'est presque 20 ans donc au service de la création d'autres artistes. Tu as choisi de monter ton premier projet de spectacle à toi, la Chambre d'eau. Alors comment est né ce désir de créer et qu'est-ce qui t'a mis en mouvement sur ce spectacle ? Oui, c'est vrai que c'est une question de désir. Avoir été au service du désir des autres pendant de nombreuses années, à un moment donné, pendant le tout premier confinement, pendant la crise du Covid, je me suis posée. Ça faisait longtemps, très longtemps que je ne m'étais pas posée de cette manière-là. Et je me suis dit, mon désir à moi, il est où ? C'est quoi ? Qu'est-ce que j'aurais envie de faire sur un plateau ? Qu'est-ce que j'ai à dire ? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire ? J'étais déjà maman de mes 2 enfants. Et assez naturellement, assez spontanément, je me suis dit, j'ai envie d'écrire, de concevoir une pièce, de porter un projet pour le jeune public, mais pas que. Ça s'est un peu dessiné comme ça. Le fait d'être à la fois danseuse, créatrice et mère, c'est un sujet, je crois, pour toi qui est assez important. Ouais, c'est un sujet important. C'est marrant quand tu me posais la question, quand on a préparé cette petite interview. Je repensais à une archive de l'INA de Gisèle Halimi en 1974. C'était une réponse à une femme qui avait un positionnement anti-avortement. Elle dit « Moi, je ne suis pas un tiroir, je suis un être humain que je voudrais à part entière et je voudrais que toutes les femmes le soient. J'ai pas de cloisonnement et donc ma bataille, c'est la même. » Je me reconnais vraiment dans cette phrase-là, et puis je suis très passionnée par Gisèle Halimi et ses positionnements, justement, parce que j'arrive plus à... Enfin, c'est même pas j'arrive plus, c'est je suis très contente de pas cloisonner les choses. Et ça s'est fait de manière extrêmement spontanée, une fois que je suis devenue mère, avec un rapport à la grossesse et à l'enfantement très joyeux, avec une expérience bouleversante, mais aussi un rapport au corps paroxystique. Enfin, j'ai vraiment eu l'impression d'aller au bout de quelque chose dans un truc qui n'avait jamais été traversé par mon corps à d'autres moments, même dans la danse, même malgré des pratiques de transe, etc. Et c'est venu s'ancrer extrêmement fort en moi, de sorte qu'aujourd'hui, j'ai pas cette différenciation de c'est quoi la femme, c'est quoi la mère, c'est quoi l'artiste, et comment est-ce que je fais la part des choses dans tout ça. Il y a un mix qui est là et qui est tout le temps là. Et j'ai l'impression que la Chambre d'eau, c'est vraiment né de ça aussi. C'est une pièce que je porte en moi depuis, je pense, la naissance de ma fille, en réalité. Parce que la Chambre d'eau, ça part d'un questionnement sur c'est quoi se construire en tant que fille ou en tant que garçon, mais c'est quoi aussi la naissance ? Qu'est-ce qui se passe dans ces moments de la naissance ? Tu me disais aussi en préparant qu'il y avait une sorte de libération de la parole des danseuses par rapport au fait d'être aussi mère. Quel était le point où peut-être qui pouvait être compliqué avant ? Je pense que ça reste peut-être encore compliqué, mais en effet, la libération de la parole et l'intérêt que l'institution ou que certaines institutions ont à prendre en compte, le fait qu'il y a des artistes chorégraphiques ou d'ailleurs des artistes circassiennes ou même des artistes comédiennes qui aujourd'hui enfantent
peut-être plus tôt que ce qu'elles avaient l'habitude de faire avant, que les générations précédentes. J'ai beaucoup d'amis et même de camarades, même du conservatoire ou d'ailleurs, qui se sont dit moi j'ai envie d'avoir un enfant maintenant et c'est pas mon métier qui va m'empêcher de faire ça. Alors certes, ça peut un peu faire peur, le rapport au corps, la transformation du corps, etc. Mais ce qui est assez génial, c'est que maintenant, il y a cette considération justement qu'on est des êtres à part entière, qu'on n'a pas de tiroir et que donner naissance à un enfant et ensuite partir en tournée ou reprendre les créations quand on a 2 mois et demi, ça peut pas se faire sans nos bébés, par exemple. On est très nombreuses aujourd'hui à avoir emmené nos bébés dans les théâtres, demander des autorisations au théâtre, demander d'être soutenues aussi par les compagnies qui nous accueillent en tant qu'artistes, mais du coup qui nous accueillent aussi en tant qu'artistes, mères ou jeunes mères. Moi, je vois encore malgré tout des articles circuler sur est-ce qu'on doit choisir d'être artiste ou mère. Et ça, je trouve ça super triste, en fait. Est-ce qu'on doit choisir d'être artiste ou mère ? Moi, je me sens... Alors, je ne sais pas si c'est plus artiste, mais en tout cas, je me sens plus. Je me sens tellement empuissancée depuis la naissance de mes enfants que j'ai l'impression que ça fait encore de moi une artiste encore plus complète. Donc, on l'a compris, ta création La Chambre d'eau, ça part quand même de la question de la puissance des femmes. Tu as été inspirée, je crois, par des groupes de musique sur cette question de la puissance des femmes. Ouais, tout à fait. Quand La Chambre d'eau est arrivée dans ma tête, je me suis dit que j'avais envie d'un univers musical qui serait un univers rock, un univers féminin, de rock féminin. Et je connaissais vraiment peu le mouvement des Riot Girls à l'époque, un mouvement contestataire à la croisée du punk rock et des idées féministes. Un mouvement états-unien des années 90. Et il y a un groupe tout particulièrement parmi ce grand mouvement qui me touche beaucoup. C'est Heavens to Betsy. Il y a une chanson qui s'appelle My Red Self, qui parle des filles et de leurs règles, et que j'aime beaucoup. Alors, chose assez inhabituelle, je crois, dans la danse contemporaine, pour La Chambre d'eau, tu as choisi de raconter une histoire. Et elle sera racontée à travers un texte écrit par Catherine Verlaguet, qui est autrice de théâtre. Alors, qu'est-ce que ça raconte, La Chambre d'eau ? D'eau, c'est l'histoire d'une petite fille qui naît le poing en avant. C'est une petite fille qui dessine. Sa vie, c'est de dessiner. Et puis, le prénom de cette petite fille, c'est Sacha. Et un jour, il y a un garçon qui s'appelle Sacha, qui arrive aussi à l'école. Et qu'est-ce qui fait que c'est différent une fille et un garçon alors qu'ils portent le même prénom ? Sacha, la petite fille, ça la perturbe pas mal. Elle se questionne beaucoup sur ça.
Et comme elle reçoit beaucoup d'injonctions à être fille, à correspondre à des codes, à des normes de genre, elle bouscule un peu ça, elle a envie d'en faire fi. Elle a envie de se débarrasser de ces injonctions à être une fille et plutôt de se construire comme elle a envie de se construire, peu importe qu'elle soit une fille ou que Sacha soit un garçon. Souvent, dans un premier projet, on a envie de mettre beaucoup, beaucoup de choses. Et toi, tu t'es aussi très bien entourée d'une équipe finalement assez nombreuse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes collaborateurs et collaboratrices ? Oui, bien sûr. Donc, cette commande d'écriture que j'ai faite à Catherine Verlaguet, que j'avais rencontrée quelques années auparavant, j'ai contacté Hortense Bellotte tout simplement après avoir vu ses capsules sur Arte. Ces petites capsules de 5 minutes qui questionne par un prisme féministe des grandes œuvres de l'art. J'ai adoré sa voix, Hortense. Et elle a une voix qui a un timbre entre le féminin et le masculin aussi, même si on reconnaît que c'est une voix de femme. Et voilà, je l'ai contactée, je lui ai dit, je voudrais tellement que tu fasses cette voix hors champ. L'histoire lui a parlé, et puis elle m'a dit oui. Et puis, comme il y a du texte et qu'on raconte une histoire, je me suis dit qu'il fallait vraiment un regard à la mise en scène. Donc, j'ai demandé à Estelle Savasta, qui est très habituée au théâtre jeune public aussi, de faire un soutien, un accompagnement à la mise en scène. J'ai demandé à Harold Savary de m'aider sur la direction d'actrice, de comédienne, en tout cas sur le travail de voix, parce que moi, je prends aussi en charge quelques moments de voix au plateau. J'ai demandé à Yann Giraldou de venir faire un personnage et de prendre en charge la langue des signes française au plateau. Donc Yann, il est danseur en langue des signes française au plateau. Après, il y a Laurie Giordano, qui est une danseuse que j'admire beaucoup et une amie de longue date qui fait l'assistana. C'est aussi sa première fois d'assistana. Elle est absolument géniale. J'ai demandé à Vincent Lefebvre de faire le travail de scénographie, qui vient plutôt aussi de l'univers théâtral, à Annie Leridan d'être la créatrice lumière sur le spectacle. Et puis j'ai demandé à Nicolas Martz de venir faire une création en semi-live, en travaillant avec ses justement musiques plutôt inspirées du rock féminin. Voilà, c'est Aude Desigo qui fera les costumes. Et puis du côté LSF, juste la traduction du texte de Catherine a été faite par Vivien Fonvielle et on a un regard extérieur, un coach en LSF qui s'appelle Vincent Bexiga. Tu parles souvent du projet en disant que c'est un spectacle multifacette ou multicouche, entre le texte, la danse, la langue des signes. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme dans ma tête en fait, je crois. J'avais envie d'un spectacle avec des écritures mêlées. C'est vrai que l'écriture théâtrale, ça m'intéresse depuis longtemps, mais j'ai peu travaillé, un petit peu avec Johanna Lévy, on est venu un peu toucher ce travail-là de danse-théâtre avec un rapport plutôt cinématographique chez Johanna. Mais ouais, j'ai une appétence pour l'écriture théâtrale depuis longtemps et je me suis dit, essayons quoi, on met tout. On met tous les ingrédients que j'ai envie de mettre. Peut-être que ce sera le seul. Bon, là, je découvre que j'ai vraiment envie de continuer, de faire d'autres projets. Mais peut-être que ce sera le seul. Donc, allons-y, mettons tout à l'intérieur. Et alors, tu as choisi un élément scénographique central assez particulier ? Ouais, une baignoire. Une baignoire pour plein de choses. Alors, je trouve que c'est un objet qui porte plein de sens en lui-même. Pour moi, c'est vraiment le lieu de la construction de soi, de la construction de son rapport à son propre corps. Quand on est enfant, la question du bain ou de donner le bain à son enfant, c'est un rituel. Et puis au-delà de ça, ce projet, il est vraiment né dans une baignoire. Je crois que vraiment pendant le confinement, j'étais en train de prendre un bain et je me suis dit, c'est ça. C'est vrai que c'était la première chose, je pense. Au début, je me suis dit, c'est un solo pour une danseuse et une baignoire. Et puis après, les choses sont venues un peu grossir autour de ce projet-là. Alors, La Chambre d'eau, c'est un spectacle accompagné par le manège en production déléguée. En fait, ça veut dire que toute l'équipe du manège t'aide à porter ce projet, à la fois au niveau administratif, financier, en technique, en communication, en médiation. Et donc, dès que tu as imaginé ce projet, tu nous as demandé d'organiser avec toi une résidence artistique en milieu scolaire. Et donc, ça s'est passé toute l'année scolaire dernière, 21-22, dans l'école de Ramrut, qui se trouve dans l'Aube. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette expérience et cette année assez incroyable ?
Oui, bien sûr. J'avais déjà eu l'opportunité de faire une résidence artistique en milieu scolaire pour un projet pour le jeune public avec Claire Génie en 2012, pour une pièce qui s'appelait Tiens-toi droit. On était pendant 8 semaines dans une même école. Et pour moi, venir tester des matériaux de danse ou m'inspirer des enfants ou discuter aussi avec eux des thématiques de la chambre d'eau, c'est-à-dire autour de la construction de soi, de la liberté, de la question du genre. Est-ce que c'est pareil d'être fille ou garçon ? De faire des débats, des temps de pratique, des temps où on faisait faire des impromptus. On venait dans les classes pour faire des impromptus, donc des moments où on venait danser dans les classes. On est venu tester des matériaux quand je dis des matériaux, c'est vraiment ce qui va nous servir comme base de travail chorégraphique dans la pièce et de pouvoir aussi les partager avec les enfants. On a été accueillis par une équipe génialissime, très ouverte à notre projet, très consciente de l'apport que peut avoir l'art vivant au sein même d'une école. Et puis, on a été tellement bien accueillis aussi par les enfants. Ouais, donc c'était une super belle expérience qui reste fondatrice pour moi dans ce projet. Et j'en profite, j'ai beaucoup de gratitude pour Stéphane Jacquier, le directeur de cette école. Partager l'acte de création avec le public, c'est quelque chose d'essentiel pour toi ? Ouais, c'est même c'est complètement essentiel dans mon métier en général. Là, c'est vrai, le fait que je passe maintenant comme porteuse de projet, ça me donne envie d'initier un élan à le faire, mais c'est des choses que j'ai pu traverser aussi dans beaucoup d'autres projets en tant qu'interprète, de voir on est des personnes de terrain, les artistes, quoi. On va partout. Bon, moi, j'adore aller partout. J'adore rencontrer les gens. Ce qui m'intéresse le plus dans mon métier, c'est la relation à l'autre. Donc, dès qu'il y a des projets qui viennent faire des ponts entre ce qui se passe au plateau et ce qui se passe soit dans la société civile, soit dans des milieux fermés. Je vais beaucoup depuis longtemps à l'hôpital psychiatrique, dans des hôpitaux, en prison, dans des EHPAD, dans des crèches, dans des écoles, dans des lycées. Enfin voilà, la liste, elle est hyper longue. Mais ça me semble primordial dans la manière que j'ai de voir l'art, vraiment pour moi aujourd'hui. Ouais. Et donc, tu continues d'aller à la rencontre des enfants cette année avec nous. Tu fais donc un projet qu'on appelle Remue-Manège à l'école Alfred Gérard à Reims. Et donc là, on va passer un petit enregistrement que tu as fait avec les enfants. Qu'est-ce que tu leur as demandé ? On est parti d'un très court dessin animé qui s'appelle Un jouet, qui montre une mère qui demande à sa petite fille de se tenir sage dans un caddie pendant qu'elle fait les courses. Puis la petite fille, en fait, elle voit un rayon de jouets juste derrière elle et elle va dans ce rayon de jouets qui est très stéréotypé, un rayon fille, un rayon garçon. Et elle va dans le rayon garçon, elle prend son épée et il y a tout un monde qui s'invente, elle est dans un rêve éveillé. On est parti au tout début dans notre discussion de est-ce qu'il y a vraiment des jouets pour les filles, est-ce qu'il y a vraiment des jouets pour les garçons ? Puis on a brodé toute une discussion où moi je leur ai juste dit, là on va enregistrer des paroles, vos paroles, et il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de bien ou de mal sur ce que vous allez dire, mais moi j'ai envie d'avoir vos paroles en fait, votre vécu à vous. Et donc la question principale c'est est-ce qu'il y a une différence entre les filles et les garçons ? Et si oui, c'est laquelle ? C'est quoi qui est différent ? On n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes habits. Et aussi, on a le droit de porter un pull rose quand on est un garçon. On a le droit de porter un pull bleu quand on est une fille. Être une fille, c'est avoir des cheveux longs. Et être un garçon, c'est avoir des cheveux courts. Non ! On ne sait pas si un bébé c'est une fille ou un garçon, mais on saura quand ils seront grands. On va voir s'ils seront un garçon ou une fille. C'est le docteur qui dit. En fait, il a une sorte de machine et en fait, il scanne le ventre pour voir tout ça, si tout va bien, tout ça, et aussi pour annoncer aux parents quel bébé ils vont avoir, un garçon ou une fille. Ils voient en fait ils voient un bébé, voilà. Et ça affiche, ça écrit quelque chose si c'est une fille ou un garçon. Non, parce que le docteur il peut pas savoir tout seul
que ce soit une fille ou un garçon. Hein. Il peut pas écrire en disant aux parents « c'est une fille, c'est un garçon ». Ben non. Il voit une fille. Ben oui. Mais si. Oui. Il y a une petite différence entre les garçons. Ça aussi, c'est parce que les garçons... Les filles, ils n'ont pas de zizi, alors que les garçons, ils en ont. Toutes les filles, elles ont pas un zizi, c'est une nénette. On appelle ça une nénette. Eux, ils se maquillent pas. Je suis tombée. Alors, ils ont le droit de se maquiller, mais si vraiment ils sont en vie, mais par exemple... mais par contre, s'ils ont des petites sœurs comme ça, là, parfois, les petites sœurs peuvent un petit peu insister pour le maquiller. Hein. Ils sont adorables. Ouais. Tu vas aussi proposer autour de cette thématique une table ronde le 11 mars. C'est dans le Pop Woman Festival à Reims. Et donc, tu as un sacré plateau d'invités autour de cette question de l'éducation et des différences filles-garçons. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, cette table ronde qui s'appelle « Pour une autorisation à être ». Le sous-titre, ça pourrait être qu'on soit fille ou garçon ou autre d'ailleurs. Il y a un livre qui m'a beaucoup portée quand Octave est né, quand mon fils est né, qui s'appelle « Tu seras un homme féministe, mon fils » d'Aurélia Blanc, qui est journaliste et autrice. Et ça a un peu commencé comme ça. Je me suis dit, j'aimerais beaucoup faire une rencontre avec Aurélia Blanc. Et puis, quand j'en ai parlé au manège, vous m'avez toutes et tous dit « Ah ben ouais, mais on pourrait faire un événement un peu plus gros, peut-être en partenariat avec le Pop Women Festival. » Donc là, voilà, moi, les chevaux étaient lâchés. Et je me suis dit, ok, alors si on rêve vraiment, j'aimerais réunir Aurélia Blanc, j'aimerais qu'il y ait Audrey Chenu, qui est aussi autrice, qui est slameuse, qui est boxeuse et qui est enseignante, avec une spécialité dans l'enseignement freinet. J'ai eu envie d'inviter les éditions Talent Haut, qui est quand même la référence en termes de questions d'égalité filles-garçons. Donc c'est Justine Harry qui viendra, qui est l'éditrice des romans adolescents. On a Cédric Rochstein qui viendra, qui est podcasteur et aussi auteur, qui a un podcast qui s'appelle Pas Patriarcat, donc qui est engagé, lui, en tant qu'homme et père pour une éducation féministe. Et puis, il y a Marianne Gnosi, pardon. C'est rigolo, Marianne, on s'est rencontrés là où sont nés mes enfants, à la maison de naissance de Paris. Et Marianne, maintenant, elle est directrice de la Confédération du planning familial. Elle fera la modération. Donc sur cette question en effet, l'accompagnement des enfants avec un angle féministe, où aujourd'hui on parle beaucoup d'éducation non genrée aussi. En tout cas, c'est se rendre compte de nos leviers d'action qu'on a ensemble pour faire avancer la société vers une société moins sexiste, moins violente. Et je crois que ça se fait toujours confondu. Est-ce que tu as peut-être des auteurs et autrices jeunesse à nous proposer qui seraient en résonance avec la Chambre d'eau ? Ouais, carrément. Il y a 2 bouquins que j'aime beaucoup qui s'appellent « Le petit illustré de l'intimité ». C'est vraiment des ouvrages qui parlent de cette question du corps et qui sont des ouvrages très explicatifs, très explicites sur la biologie du corps de l'enfant. Moi, je crois que c'est aussi fondamental aujourd'hui qu'on puisse parler ouvertement des questions du corps, des questions biologiques, des questions du plaisir aussi, des tout jeunes. Donc, j'aime beaucoup ces 2 ouvrages. Et cet été, j'ai découvert un livre qui m'a beaucoup plu, que j'ai lu en 3 minutes, parce que donc, je suis une grande fan de littérature jeunesse. C'est un truc qui existe depuis que j'ai 18 ans, je pense. Et donc, ce livre, il s'appelle « Renversante ». C'est un livre de Florence Hinkel, qui renverse un peu les codes du féminin et du masculin. Ça m'a fait d'ailleurs penser à un film qui s'appelle « Je ne suis pas un homme facile ». Là, c'est exactement ça. C'est un frère et une sœur qui vivent en fait qui traversent des clichés dans un monde où règne la domination féminine. Donc c'est vraiment un renversement des codes. Et moi, j'adore ce genre de bouquin parce qu'on se rend vraiment compte de combien les codes ou de combien les injonctions sociétales nous enferment dans des boîtes et combien c'est drôle aussi de les renverser dans le sens. Et je crois que tu as encore une autre référence à nous partager autour de ton univers. C'est pareil, quand tu me posais cette question-là, il y a
cet extrait que j'adore de Persépolis, le film, qui est une adaptation par Marjane Satrapi d'ailleurs, de son roman graphique. Le film est de Marjane Satrapi et de Vincent Paronneau. C'est un film de 2007, je crois, qui a un récit autobiographique de la vie de Marjane Satrapi en Iran au moment de la révolution, avec un Iran en grande tension politique. Alors évidemment, il y a une résonance, je pense, avec ce qui se passe aujourd'hui. Mais à un moment donné, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué dans ce film et qui reste derrière mes rétines. Elle se lève. Il faut se souvenir qu'elle a envie de devenir prophète un peu dans le film, dans le roman graphique aussi. Elle se lève et puis elle chante en dansant, d'ailleurs. Le petit clip est génial. Elle chante en dansant Eye of the Tiger de Survivor, et c'est la voix de Chiara Mastroianni qui fait cette voix de Marjane Satrapi, et je suis fan de cet extrait. Et en plus, elle est à l'orée de son adolescence à ce moment-là. C'est aussi une des thématiques du film, et c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup en ce moment. Donc j'avais envie de partager ce moment-là. Ouais. Alors pour les auditeurs et auditrices, je vous ai mis dans la description de l'épisode le lien pour aller voir la version animée sur YouTube. Mais là, du coup, on vous passe juste l'extrait en audio. Merci beaucoup Marie pour cet échange. Avec grand plaisir. Et merci également à vous, auditrices et auditeurs. J'espère que ce premier épisode de la saison 2 vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Pour découvrir la Chambre d'eau, ce sera à Reims dès le 29 novembre, puis à Chaumont, Mulhouse, Avignon, etc. Toutes les dates de tournée seront inscrites dans la description de l'épisode et sur le site du Manège. La table ronde pour une autorisation à être sera le 11 mars à 11h au Manège. Et vous pourrez aussi venir découvrir le fruit du travail de Marie Barbotin avec les enfants rémois lors de l'édition 2023 de Remue Manège le mardi 16 mai à 19h. Je vous retrouve quant à moi en décembre pour un nouvel épisode de Faut que je mouve, le podcast du Manège de Reims, réalisé en partenariat avec Aparté Studio et le studio Le Son de l'encre. Bye!